Dans cet ouvrage que j'ai résumé ici en insistant sur les questions idéologiques et militantes, puisque l'idée de la table ronde était de revenir sur les liens entre religion et culture, était d'insister surtout sur leur parcours idéologique, sur leur biographie, ce qu'on appelle leur biographie idéologique, à savoir le chemin qu'ils ont parcouru depuis leur engagement dans l'islam, selon différentes natures, qui parfois était une conversion, parfois une reconversion assez brutale, vers et jusqu'à l'engagement djihadiste. On a identifié deux principaux parcours, des personnes qui ont un engagement profond, souvent dans le salafisme depuis beaucoup d'années, avec une très forte connaissance de l'islam, de l'arabe, et qui ont été des précurseurs dans l'engagement djihadiste de la part de Français, et d'autres personnes qui ont un engagement beaucoup plus superficiel d'un point de vue idéologique, même si ça ne veut pas dire que par la suite ils ne peuvent pas s'engager d'un point de vue religieux ou mettre en avant leur foi, et qui sont partis plutôt dans un second temps, entraînés par la première catégorie que nous avons distinguée, qui les a recrutés également et qui sont partis notamment après 2014 et la proclamation de l'État islamique et du califat de l'État islamique en Syrie. C'est pas tellement les mosquées qui ont été utiles pour ce recrutement, si je puis dire. Il y a eu effectivement Internet, la propagande, même s'il ne faut pas surestimer l'importance et l'action de la propagande. Il faut plutôt voir le rôle du recrutement en ligne qui a été très important. Là où on a eu le plus de recrutement, c'est tout simplement à l'échelle du terrain, de façon locale, dans certaines communes, dans certains quartiers. La géographie du djihadisme en France est quelque chose de très concentré. On parle de quelques dizaines de communes, de quelques dizaines de quartiers pauvres, avec des données socio-économiques souvent très dégradées, où certains courants religieux ont pu faire un prosélytisme depuis de très nombreuses décennies, que ce soit le tabligh, les frères musulmans et le salafisme, et où des recruteurs djihadistes, les mêmes que ceux qui avaient en ligne, les mêmes que la première catégorie que j'ai évoquée tout à l'heure, ont pu recruter, tels des entrepreneurs du djihad, ont pu recruter des personnes sur le terrain, moins capées intellectuellement, qui ont intégré des cellules qui étaient toutes connectées les unes aux autres à l'échelle de la région parisienne, à l'échelle de la métropole Lille, Roubaix, Tourcoing, de Nice, de Marseille, etc. Il n'y a pas de nécessité, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on s'engage dans le djihadisme, mais dans le cas français, quand on s'engage dans le djihadisme, c'est en général que l'on est issu d'un quartier populaire ou d'une famille qui a certaines difficultés socio-économiques. Mais ça suffit jamais. Ce qui est déterminant, c'est le prosélytisme qu'il a pu avoir dans ces quartiers et surtout l'action décisive d'un recruteur et d'une idéologie qui a été diffusée par un certain nombre de personnes, de canaux, Internet également, mais surtout sur le terrain. On voit notamment le rôle très important des liens familiaux, des liens amicaux. On se radicalise, on devient djihadiste parce que tel frère ou tel ami est lui-même déjà devenu djihadiste. C'est un phénomène d'imitation assez simple et assez courant. Nous, on considère à partir des statistiques françaises, donc 700 individus djihadistes français précisément étudiés, qu'il y a environ 30% de convertis. Alors soit des convertis qui n'ont aucun lien avec l'immigration, ni immigrés ni enfants d'immigrés, soit des personnes qui peuvent être originaires d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, d'autres pays du monde, d'Afrique par exemple, qui se sont convertis en France. Cependant, il ne faut pas non plus considérer que les 70% autres qui ne sont pas convertis ont hérité de cette foi et de cet engagement dans le djihadisme de façon familiale. Ce que l'on remarque, c'est que dans l'immense majorité des cas, qu'ils soient convertis ou non convertis, on a un phénomène de rupture religieuse qui apparaît. L'islam auquel ils adhèrent, ou auquel ils adhèrent de nouveau parce qu'ils se sont parfois éloignés de la religion, on parle parfois de reconvertis ou de born again, n'est pas la même religion que la religion de leurs parents, l'islam traditionnel que leurs parents pouvaient pratiquer. On est vraiment dans un phénomène de néo-islam ou néo-islamisation, une nouvelle idéologie à laquelle ils adhèrent, mais avec des phénomènes de rupture qui donc encore une fois concernent à la fois des reconvertis et des convertis. Donc en fait la quasi-totalité des djihadistes que nous avons pu étudier. C'est peut-être une surprise sociologique, les caractéristiques sociologiques des individus. D'un côté parce que en fait, ils ressemblent au portrait robot que l'on peut avoir, aux certains clichés qu'on peut avoir, des jeunes hommes, dans 80% des cas ce sont des hommes, jeunes, issus de quartiers pauvres,
précaires. Donc ça correspond à l'image que le grand public peut avoir de ce qu'est un djihadiste en France. Là où c'est un peu plus surprenant, c'est que, à part peut-être les terroristes plus précisément, l'ensemble des djihadistes n'est pas perturbé, n'est pas dans la folie, n'est pas dans la consommation excessive de drogue ou dans la grande criminalité. On peut en avoir, mais dans la majorité des cas, on est plutôt sur des profils moyens, qui ne sont pas forcément des profils marginaux. Donc ça, c'était une surprise aussi qui contredit l'image que l'on peut avoir, notamment lorsqu'on se focalise sur les seuls terroristes, qui eux sont perturbés, hein. Eux cumulent en général les difficultés. L'ensemble des djihadistes n'a pas un cumul important de difficultés qui pourrait expliquer un basculement vers le djihadisme.